Et direction Cannes tout de suite pour la 74e édition du festival. On y retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux, Laure Manin et Albéric de Gouville. Laure, bonsoir, bonsoir à tous les deux d'ailleurs. Quelle est l'ambiance sur la Croisette ? Bonsoir Stéphanie. C'est l'effervescence ici à Cannes après une journée très active. Les derniers travaux qui ont eu lieu tout au long de la journée et notamment l'installation de cet iconique tapis rouge qui est la signature de Cannes. Et puis devant ce tapis rouge, de l'autre côté de la rue, eh bien, il y a les escabeaux, des curieux, des fans de cinéma qui se sont installés ces derniers jours et qui ont pu enfin prendre la place devant les stars pour les voir défiler. Une 74e édition un peu particulière évidemment à cause de la pandémie, Albéric. Oui, alors effectivement, vous avez parlé du tapis rouge. Ce qui ne change pas avec les contraintes sanitaires, ce sont les smokings, les robes longues pour les femmes. Par contre, ce qui change, c'est le masque. Alors, vous voyez, je vous le montre. C'est un masque noir obligatoire pour la montée des marches en tout cas et pour les séances officielles. Alors là, je ne suis pas en séance, je ne monte pas les marches. J'enlève le masque parce qu'il fait très chaud à Cannes. Nous sommes l'été et c'est une autre chose qui change. Effectivement, le fait que le festival se déroule au mois de juillet, alors que d'habitude c'est au mois de mai. Et là, sur la Croisette, dans la ville de Cannes, on a presque autant de vacanciers que de festivaliers. Et puis ce qui change aussi, c'est les contraintes. Tout simplement pour rentrer dans les salles, rentrer dans le palais des festivals, il faut présenter un pass sanitaire avec un test PCR de moins de 48 heures ou tout simplement la preuve qu'on a été vacciné, qu'on a eu la seconde dose il y a au moins 15 jours. Toute une série de choses qui changent, mais le cinéma reste. Et Thierry Frémaux, le délégué général du festival, est très optimiste sur l'avenir du cinéma et du festival, et il le dit au micro France 24 de Liana Salé. Les artistes ont bien travaillé. Nous, on a fait un beau voyage. On a vu des beaux films. Alors, on avait envie de les montrer à tout le monde. Et puis, c'est une année exceptionnelle. Il n'y a pas eu de cinéma pendant un an. Alors, on ne va pas se plaindre qu'il y ait beaucoup de films. Et c'est une chose importante parce que les films que nous montrons sont les films après qui vont aller dans les salles de cinéma. Et donc, c'est au fond le dessin des prochains mois dans les salles de cinéma que Cannes propose. Alors ce qui reste aussi cette année, bien sûr, c'est l'organisation avec un jury et un président du jury. Cette année, c'est Spike Lee. Spike Lee devait déjà officier l'année dernière, mais il avait, à cause de la pandémie, pas pu chausser ses bottes de président du jury. La compétition avait été annulée. Il reprend donc ses fonctions cette année. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'un réalisateur noir officie à ce poste. Je vous propose de regarder son portrait. Il est signé par Renaud Lefort. Je tends simplement un miroir à la société américaine. Il ne suffit pas que blanc et noir chantent We Are the World main dans la main pour que tout aille bien. Un mantra répété inlassablement, une casquette et des petites lunettes rondes. On ne présente plus Spike Lee. Né à Atlanta en 1957 d'une mère prof et d'un père musicien de jazz, Charlton Jackson Lee, de son vrai nom, a fait de la cause noire son fil d'Ariane. En 1992, le biopic sur l'icône de la lutte pour les droits afro-américains Malcolm X le propulse au rang de superstar. J'ai commencé mon film par le tabassage de Rodney King, tout simplement parce que depuis Malcolm X, rien n'a changé. Quand Spike Lee ne filme pas les fractures de l'Amérique ou réalise des clips pour les stars de la pop et du hip-hop, c'est le basketball, sa grande passion, qu'il porte à l'écran avec He Got Game ou son documentaire sur la légende californienne Kobe Bryant. Big game for the Lakers, big game for their opponent, the defending champions San Antonio Spurs. Now it's showtime, it's go time now. En 2006, Inside Man, l'histoire d'un hold-up presque parfait, devient son plus gros succès commercial, 180 millions de dollars de recettes mondiales. 12 ans plus tard, il remporte le Grand Prix à Cannes, Black Landsman, adaptation de l'histoire vraie d'un policier afro-américain infiltré dans le Ku Klux Klan à la fin des années 70. Pendant le tournage, une jeune femme meurt à Charlottesville au cours d'affrontements entre militants d'extrême droite et manifestants antiracistes. Spike Lee lui dédie son film. J'ai appelé Susan Bro, la mère de la victime, pour lui demander sa permission.
Je voulais utiliser les images qui montrent le meurtre de sa fille. Et elle m'a donné son accord. Pendant la pandémie, Super 8 en main, Spike Lee rend hommage aux soignants de New York, fait son entrée sur Netflix avant d'être appelé sur la croisette. Personnalité publique, modèle pour les cinéastes noirs américains, difficile de savoir si la Palme d'Or sera le résultat d'un combat politique aussi engagé que son œuvre. Réponse, le 17 juillet. Et ce jury est composé de 5 femmes et 3 hommes. Vous allez nous en dire un petit mot, Albéric. Voilà, 5 femmes et 4 hommes si on compte Spike Lee. Absolument. Alors effectivement, en tout cas majoritairement féminin. Je ne vais pas citer tous les membres du jury. On va citer Mylène Farmer, la chanteuse, qui a réalisé beaucoup de clips avec des gens de cinéma, dont Luc Besson, Jean-Baptiste Mondino ou Abel Ferrara. On a entendu d'ailleurs pendant la montée des marches une chanson de Mylène Farmer. Il y a Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, elle avait vraiment enflammé la montée des marches avec Quentin Tarantino en 2009 avec Inglourious Basterds. Et puis en 2015, elle était revenue avec un documentaire qu'elle avait co-réalisé avec Cyril Dion, Demain, un documentaire devenu une référence, en gros, dans la lutte contre le changement climatique, avec des solutions pour demain. Il y a aussi Mati Diop, qui est une franco-sénégalaise, réalisatrice franco-sénégalaise, et la dernière vraie édition du Festival de Cannes, c'était il y a 2 ans, en 2019, eh bien, avec Atlantique, elle avait remporté le Grand Prix du jury. Et puis, je vais citer Laure quand même, Tahar Rahim. Un des 4 hommes du jury. Tahar Rahim, qui avait explosé à Cannes dans le rôle de Un prophète, dans le rôle principal de Jacques Audiard. Puis là, 2021, c'est vraiment son année. Il est dans le jury. Il a réalisé, enfin, il a tenu le rôle principal de la série Le Serpent sur Netflix. Et puis, également, eh bien, il y a un film qui désigné coupable, qui va sortir dans très peu de temps en France. Dans le 14 juillet dans les salles. Voilà, il interprète le rôle d'un prisonnier retenu pendant plus de 10 ans à Guantanamo. C'est une histoire vraie, sans le moindre procès. Et donc voilà, Tahar Rahim, il joue le rôle principal dans ce film. Et dans ce film, c'est Jodie Foster qui interprète le rôle de son avocate. Oui, Jodie Foster qui est présente à Cannes cette année parce qu'elle va être l'invitée d'honneur. Elle va recevoir une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et puis Jodie Foster est une actrice américaine qui a une histoire très longue avec Cannes. Elle était venue la première fois ici en 1976. Elle avait 13 ans et elle défendait Taxi Driver de Martin Scorsese qui avait montré l'étendue de son talent alors qu'elle était encore une jeune adolescente. Jodie Foster qui va également présider cette cérémonie d'ouverture. Et à la suite de cette cérémonie, eh bien, il y aura la projection de Annette de Léos Carax. Alors Annette, Léos Carax, c'est le premier des films en compétition. Léos Carax, il a une histoire mouvementée avec Cannes. Tous ces films n'ont pas toujours été très bien accueillis. Mais le réalisateur des Amants du Pont-Neuf, de Holly Motors, de Mauvais Sang, revient cette année avec une comédie musicale. Il n'avait pas présenté de film depuis 9 ans. Une comédie musicale, donc Annette, avec dans les rôles principaux Adam Driver, une nouvelle star du cinéma américain. Il joue dans Star Wars, il joue dans des films indépendants, notamment de Jim Jarmusch. Et puis la française Marion Cotillard. Alors Marion Cotillard, elle a été récompensée pour son rôle de chanteuse Édith Piaf. Là, elle interprète encore une chanteuse, mais une chanteuse d'opéra cette fois-ci. Et Marion Cotillard, on l'écoute au micro de Olivia Salazar. Elle dit qu'elle est très heureuse d'être à Cannes et notamment dans un film de Léos Carax. C'est une grande joie de revenir au Festival de Cannes, qui est un festival que j'aime passionnément. Et puis particulièrement avec ce film d'un cinéaste que j'admire depuis toujours, qui a participé à mon envie de devenir actrice et de faire du cinéma. Ça parle surtout du besoin de reconnaissance d'un artiste et de comment il va vivre cette reconnaissance et comment il va vivre aussi la descente, la déchéance, la manière dont ça va le construire et la manière dont ça peut aussi le détruire. De
24 films cette année, dont 7 Français, Albéric. Alors 7 Français, il faut dire qu'il y a une grosse part de Français parce que le cinéma français en 2020 est resté très très actif malgré tout. Et puis c'est beaucoup plus compliqué pour les coproductions internationales, les productions internationales de venir à Cannes cette année. Ce sont deux explications pour cette forte présence française. Bon, on va en citer très peu. On va citer La Fracture de Catherine Corsini, une des 3 femmes françaises en compétition, réalisatrice. La Fracture, c'est un film un petit peu en prise avec l'actualité et presque prémonitoire. Nous sommes un soir de manifestation des Gilets jaunes. Il y a 2 personnes qui se retrouvent, 2 manifestants aux urgences dans un hôpital surchargé, qui craquent de partout. Et là, c'est prémonitoire avant la pandémie de Covid. Et puis, je vais en citer un autre, c'est Tout s'est bien passé de François Ozon, qui sera en compétition dès demain. Un film sur l'euthanasie avec André Dussolier et Sophie Marceau, qui montera pour la première fois les marches. Attention, elle a déjà monté les marches, mais pour défendre un film en compétition. Et puis un dernier, eh bien, c'est Les Olympiades de Jacques Audiard. Jacques Audiard qui a déjà eu la Palme d'Or pour Dipan. C'est un des 3 cinéastes qui peuvent cette année concourir pour une seconde Palme d'Or. Il y a aussi Nanni Moretti avec Trépiani. Lui, il a eu la Palme d'Or il y a 20 ans avec La Chambre du Fils. Puis le dernier qui peut avoir une deuxième Palme d'Or, c'est le Thaïlandais Apichatpong Verasetakul avec Memoria. Et voilà, Apichatpong qui revient donc avec Memoria pour la première fois, un film qui n'est pas tourné dans son pays, la Thaïlande, mais qui a été tourné en langue anglaise en Colombie. Allez, Albéric, vous êtes un grand fan de cinéma, on le sait. Quelles sont vos priorités dans les prochains jours? Quels films vous allez aller voir? Tous. Bon, allez, on va en citer 2. Je vais en citer deux qui avaient été sélectionnés pour le Festival de Cannes 2020, qui n'a pas pu avoir lieu, et qui reviennent donc en 2021. Je vais commencer par Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, l'histoire d'une religieuse au XVIIe siècle condamnée pour homosexualité. Puis le second, c'est The French Dispatch de Wes Anderson. The French Dispatch qui a été tourné notamment à Angoulême, dans le sud-ouest de la France. C'est un film en pas en noir et blanc, pardon, c'est Les Olympiades de Jacques Audiard qui est en noir et blanc. C'est un film avec un petit peu, justement, beaucoup de couleurs à la manière de Wes Anderson. Beaucoup de couleurs. Nous sommes dans la France des années 50. Il y a vraiment une pléiade de stars dedans. Je citerai juste Léa Seydoux et Tilda Swinton. Et donc voilà, 2 films très très attendus. Merci Albéric, et merci à vous. We take as the subject of tonight's lecture Mr. Moses Rosenthal, certainly the loudest artistic voice of his rowdy generation. Simone Naked Cell Block J Hobby Room. I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. In short, the picture was a sensation. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop.